Pas la chaîne là-dedans, pas la chaîne là-dedans. Aïe, aïe, yo. Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao des Cités d'Orge. Vous avez été nombreux à me la demander, donc voici la vidéo de la revanche sur le Bruzilla 65 litres Gen 4 de Keglen. Et cette fois, je me suis un tout petit peu équipé pour que ce soit moins compliqué que la dernière fois. D'où l'arrivée d'un palon manuel à chaîne et un petit chariot à roulettes. Oui, on se rappelle tous du fail de la dernière vidéo. J'ai donc décidé d'abandonner l'idée d'utiliser mes petits muscles hypertrophiés d'informaticien de 40 ans et je vais miser sur des vrais outils de bonhomme. Est-ce que je vais enfin dompter le Bruzilla, brasser une masterclass avec une température d'empattage stable et précise, rincer mes drèches avec aisance et volupté, refroidir mon mou comme un king, remplir mes cakes sous pression tel Aegir. Ah, vous connaissez pas Aegir? Dans la mythologie nordique, c'est le géant qui brassait pour les dieux. Oui, j'ai choisi nordique parce qu'il y a de la vague dans la recette. Ah non, mais tout se tient dans cette vidéo. On part sur un haut niveau de cohérence. Bref, comme d'hab, je vais tout vous montrer, et spoiler alerte, comme à chaque fois, ça va pas du tout se passer comme prévu. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous expliquerai pourquoi certains trucs ont merdé, et comment on va corriger le tir pour la prochaine fois. Allez, générique. Ah, au fait, certains d'entre vous sur Discord m'ont aussi dit qu'ils aimeraient voir plus précisément comment je faisais certaines actions. J'ai donc privilégié un montage un petit peu moins énervé et qui offre un petit peu plus de temps et de détails. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire si le rythme était ok dans les commentaires. Bon, on passe en POV, c'est parti. Bon, vu que j'ai dit que je montrais tout, on commence par la réception des matières premières. Donc on sort les jouets, pour ce brassin je pars sur une version légèrement modifiée de ma classique jaune Citra, mais j'ai prévu de faire le dry hop au Simcoe. Ça s'appellera donc une jaune Simtra. Je vous partage la recette dans la description si jamais. Franchement, il y a peu de risques que ce soit pas bon. Vous avez vu, j'ai aussi acheté de la levure Pomona, la dernière souche spéciale Neipa de chez l'Allemand. On va tester tout ça tout bientôt, ne vous inquiétez pas. Et maintenant, on ajoute tout ça dans les stocks, enfin dans mon logiciel de brassage, en l'occurrence j'utilise Brewphaser. Si ça intéresse des gens que je fasse une vidéo complète dessus, écrivez-le dans les commentaires et on fera ça tout bientôt. Pour ceux qui ne savaient pas que le concept de logiciel de brassage existait, et j'en ai rencontré, c'est à mon avis quasi indispensable. Ça permet entre autres de gérer ses stocks, d'avoir une estimation des coûts, ça aide pour les calculs de quantité de levure, ça permet de corriger convenablement son eau et surtout, ça offre une bibliothèque de recettes communautaires au cas où vous n'auriez plus d'idées. Le seul désavantage de ces logiciels, c'est qu'ils sont quasi tous payants via des abonnements. D'ailleurs, en parlant d'abonnement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Non seulement c'est gratuit, mais en plus ça me fait super plaisir à chaque fois. En échange, je vous promets de continuer à faire des vidéos. C'est un bon deal ça, non? Bon, puis s'il y a moyen aussi de gratter un petit like, je dis pas non. Bon allez, j'arrête le racolage et on y retourne. Bon, on se lance. Généralement, c'est assez malin de commencer par remplir la cuve d'eau pour qu'elle ait le temps de chauffer pendant qu'on concasse le grain. Ça peut sembler logique, mais quand on débute, c'est le genre d'automatisme qu'on n'a pas encore forcément acquis. Donc on remplit la cuve jusqu'au litrage correct, indiqué à l'intérieur de celle-ci. On n'oublie pas de mettre le fond filtrant et la corbeille à grains, sinon ça va être très compliqué pour la suite. Ah, c'est quand même pas mal ces petites roulettes, hein. Ce serait encore mieux si le sol était plat. Puis on branche le tout et on part s'occuper du grain. Température cible, 66 degrés. Grâce à ma gestion des stocks, je sais qu'il me reste un petit peu de pale ale, ça va être parfait. Dans le sac, j'ai un petit peu trop. Je vais donc soustraire ce dont je n'ai pas besoin et ensuite on va se lancer dans le concassage dehors. Surtout ne pas oublier le petit accessoire ultime, la pince pour la perceuse. Petite astuce si vous faites ça à la perceuse, commencez par mettre une première dose de grain avant de le faire tourner. Ça peut aider au grip pour pas que les rouleaux tombent dans le vide. Et après, il n'y a plus qu'à continuer à remplir quoi. On fait toujours un petit check de ce qui sort. Ouais, ça a l'air pas mal. Voilà, cette étape aura pris environ 5 voire 10 minutes. L'eau continue de chauffer et pendant ce temps j'en profite pour ranger l'excédent de grains. Et surtout, je n'oublie pas de la noter bien sûr. Contrairement à la dernière fois, cette fois je vais me concentrer sur les cuves Polsinelli pour mon eau de rinçage et ne pas essayer de faire avec la petite casserole là. Double pince parce qu'on n'est jamais assez prudent. Je prépare déjà mon deuxième thermomètre, celui qui est en Bluetooth, pour pouvoir faire la double mesure. Et je pars chercher le gaz pour l'eau de rinçage.
J'en mets plus que ce que j'en aurais vraiment besoin, c'est juste pour être sûr. L'eau est presque à 66 degrés, on va profiter de la corriger avant d'ajouter le grain. Ça sert à rien que je vous communique les quantités parce que ça dépendra de votre eau. Pour savoir comment la corriger, il faut d'abord savoir de quoi elle est composée. Pour ça, je vous conseille clairement le site moneaudebrassage.fr. Et si vous n'êtes pas français, alors il faudra faire comme moi et contacter vos services industriels de la région, qui devraient être en mesure de vous communiquer la composition de votre eau. Évidemment que plus tard, je ferai une vidéo complète sur la correction de l'eau. Mais honnêtement, c'est moins compliqué que ce qu'on imagine. Et surtout, l'impact sur le goût est énorme. Ah, puis c'est la classe, on a l'impression d'être un petit chimiste, quoi. Le grain est prêt et l'eau aussi, on va pouvoir remplir la cuve. Évidemment, il faut un outil pour touiller, et je me redis pour la 20e fois que ces spatules en plastique c'est trop de la merde. Faut vraiment que j'en commande une en inox. J'arrive quand même tant bien que mal à mouiller tout le grain, et cette fois je décide d'utiliser la grille supérieure fournie avec l'appareil. Oui, parce que dans la vidéo d'avant, je m'étais cru plus malin que le fabricant, et j'avais genre 2 kg de grain qui s'était retrouvé coincé dans le tube de recirculation. Il faut le lâcher bien droit d'un coup, sinon ça fait levier et une partie du grain passe par-dessus. Je sais pas si c'est grave, mais on est sur une mission zéro risque là. En fait, même mieux que ça. Je mise sur le fait que cette vidéo soit tellement maîtrisée que Kegland eux-mêmes décideront de l'utiliser à la place de leur mode d'emploi en PDF. Il est temps de sortir le thermomètre connecté qui va justement pouvoir se glisser dans la grille juste au-dessus pour donner la température au centre de la mèche. Idéalement, c'est grâce à ces deux thermomètres que le système va réussir à s'ajuster et obtenir une chaleur homogène dans la cuve. Dans la grille, il y a justement un petit trou au beau milieu, exprès pour ça. Et là, je m'aperçois qu'il y a quasiment une différence de 10 degrés entre le centre de la mèche et la sonde tout en bas de la cuve. On est censé être à 66 là, si jamais. Bon, là, je tente un peu des trucs, j'essaye juste de voir d'où vient le problème, mais c'est pas très concluant. Dans ce genre de cas, c'est la sonde intégrée qui prime. Mais bon, on est quand même loin de ce que je cherchais à faire là. Je commence même à me dire que Kegland va finir par signaler ma chaîne et me bloquer si ça continue comme ça. Du coup, je décide de continuer ma vie et je mets le couvercle dessus. C'est d'ailleurs assez difficile de pas en foutre partout avec ce tuyau en silicone. Je laisse tourner la pompe et je commence à nettoyer le fermenteur qui accueillera mon mou dans une 50aine de minutes. Le nettoyage du fermenteur vous connaissez tous, je me permets par contre juste de rappeler que les Fermzilla se nettoient avec une eau maximum 35 degrés, et toujours avec la partie douce de l'éponge, sinon vous allez rayer tout l'intérieur, ce qui pourrait faciliter les infections par la suite. Bon bah il est tout propre et je passe au désinfectant. Là-bas c'est la partie cardio de la journée, donc on secoue tout ça bien comme il faut. Je fais vite un petit check pour m'assurer que la cuve d'empâtage ne déborde pas, mais ça a l'air d'aller, même si ça se rapproche quand même un petit peu du haut. Je profite des infrastructures de ma cave pour laisser tout s'assessorer comme il faut. Je refais un petit check de débordement. Ouaf, on est quand même vraiment très près du trou là. Mais bon, je vais tenter de garder mon calme, de toute façon on a presque fini. Allez, c'est parti pour le mash out. A noter qu'il est possible de configurer des profils dans le Bruzilla qui gèrent les changements de température et les chronomètres tout seul. C'est con mais j'avais juste oublié. Du coup j'ai dû faire tout ça à la main, tel un homme de Cro-Magnon quoi. Pendant le mash out, je prépare la pompe qui va servir à récupérer l'eau de rinçage dans la Polsinelli. Bah la pompe et les tuyaux évidemment. Qui doivent être alimentaires du coup. Putain, là on est vraiment à ras le trou là, c'est chaud. Maintenant je vais déplacer la cuve pleine en dessous du crochet suspendu pour me servir du palon manuel. Le couvercle fait bien son taf pour empêcher le mou de finir sur le sol. Heureusement qu'il est là. Bon bah le deuxième thermomètre on peut le ranger vu que de toute façon à partir de maintenant c'est à fond. Donc là, je place tout ça bien et je commence à lever le panier. Et c'est presque un plaisir. Bon, j'aurais dû raccourcir la chaîne parce que c'est un peu chiant qu'elle tape contre la cuve. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pris un truc de garage capable de soulever une tonne plutôt qu'une simple poulie, bah oui c'est vrai, je me suis un peu enflammé sur le site et j'ai commandé le truc. Il y avait une méga promo et voilà quoi. Qui n'est pas passé par là? Et là je m'aperçois que pour soulever le panier c'est cool, mais je fais quoi après avec? Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Place au rinçage maintenant.
Là je me rends compte que les tuyaux alimentaires que je voulais utiliser pour la pompe sont trop courts. Alors on va refaire ça avec un pichet ma foi. Je tente d'enlever la grille supérieure pour pouvoir bien envoyer de l'eau uniformément dans le grain, mais là c'est le drame. Je me rends compte qu'à cause du crochet, celle-ci ne passe plus. Du coup ça va être plus compliqué que prévu, comme si j'avais besoin de ça. Le truc là c'est que j'ai pas du tout mesuré l'eau de rinçage que je mettais et je me suis dit que j'arriverais à voir quel serait le niveau directement dans la cuve. Sauf que là on s'aperçoit bien que c'est pas si simple. Bon dans le doute je continue quoi. Le fait que je puisse pas enlever la grille supérieure m'embête parce que j'aurais voulu passer avec une grosse spatule en métal et puis un peu tourner le grain. Alors que dans l'état, même l'écraser, ça va être compliqué. Bon, je mets mes gants en silicone préférés et je vais appuyer sur la grille directement. Je remets vite fait le tuyau de recirculation pour essayer de lancer la pompe vu que c'est en train de chauffer très fort en bas. Ah, super nouvelle, ça s'est pas bouché dans le tuyau de recirculation, ça c'est bien. Maintenant on est à l'étape que je redoute, il va falloir déplacer le panier vers le lavabo en le poussant sur le côté et en faisant descendre le palon de l'autre main. Je fais un premier test juste pour me donner une idée de ce qui va se passer et ça s'annonce pas super bien. En plus mon seau est trop petit pour accueillir le panier donc bref. Finalement je préfère laisser ça à plus tard et faire la correction de l'eau de rinçage. J'aurais pu la faire avant dans la cuve de rinçage mais je ne savais pas encore combien de litres j'allais exactement utiliser. Donc généralement je la fais juste avant l'ébullition. A noter que j'ai très mal géré le rinçage de manière générale parce que j'avais pas du tout compté le litrage que j'ai mis. Je me suis dit qu'une fois que la cuve serait pleine, on serait bien. Et je suis allé un petit peu trop loin sans le vouloir. Ne faites pas comme moi, mesurez votre eau de rinçage. Cette fois, plus le choix, je prends mon courage à deux mains et je pousse fort contre le panier en tirant vite la chaîne pour le baisser sur l'évier. Et là, c'est le drame, la moitié de la chaîne finit dans le mou. Et en tentant de la sortir, je me brûle le bras. Après ce moment d'extrême idiotie, je me rends compte que j'allais de toute manière bouger la cuve sous la hotte et que j'aurais pu simplement laisser le panier pendu quelques secondes plutôt que de tenter des manœuvres hasardeuses. Bon, je rince le couvercle, je déplace le Bruzilla et je passe au houblonnage. Ah là, quand c'est plein à ras-bord d'un liquide à 100 degrés, ça fait peur un peu. Vraiment, je le dirai jamais assez, mais merci le couvercle. C'est l'heure d'aller récupérer les houblons dans le congélateur. Je pense qu'un de ces quatre, je vais faire une bière avec tous les houblons que j'ai en fait. Donc en amérisant, je vais utiliser du East Kent Goldings. Dans la recette originale, la jaune citra, on utilise vraiment du citra partout. Mais honnêtement, pour l'amérisant, ça peut très bien être n'importe quel houblon en fait. Du coup, autant en mettre un pas cher comme le East Kent Goldings justement. Bon, vu qu'on a atteint la température d'ébullition, on en profite pour enlever le couvercle. C'est super important parce que ça permet d'évaporer certains composants qu'on veut pas garder dans la bière. Typiquement le DMS, le diméthylsulfure, qui donne une odeur de maïs cuit ou de légumes en conserve. Autant dire que ça ferait tache dans notre bière. Le Bruzilla a été réglé à 103 degrés, ce qui est parfait pour l'ébullition. Bon, puis sinon en parallèle on continue notre petit houblonnage tranquillou. Donc là on est sur du citra maintenant. Et je profite de faire recirculer un petit peu de mou dans le robinet du bas, pour stériliser ce bout de tuyau qui n'est pas utilisé pendant le brassage et du coup potentiellement à risque. Voilà, je fais ça 2 fois, comme ça on est sûr. En parallèle de l'ébullition, je prépare un petit seau de stérilisant pour le tuyau qui servira à transférer le mou froid dans le fermenteur, et qui servira aussi à désinfecter le pile. Je continue mes houblonnages, puis j'immerge le serpentin de refroidissement pour qu'il ait le temps de se stériliser par le chaud.
Ah, on est quand même vraiment limite en termes de remplissage, hein. Je profite des quelques minutes de vide pour préparer mes houblons au stockage. Je branche le serpentin de refroidissement et me prépare pour le whirlpool que je vais faire à la perceuse à 80 degrés en même temps que mon hop stand. Comme toujours, s'il y a un tuyau, il faut une pince. Bon là, je me prépare pour le coup de perceuse. Pensez juste à éviter de faire rentrer de l'air dans le mou à ce moment-là. Il existe un phénomène encore un petit peu débattu d'oxydation à chaud. Vu qu'on a déjà assez fait de merde aujourd'hui, on va tenter de pas en rajouter. Si jamais mon but là, c'est de faire descendre la température jusqu'à 80 degrés. De l'eau froide circule dans le serpentin et en faisant tourner le mou autour du serpentin, ça refroidit le tout beaucoup plus vite. On est à 80 degrés, je balance l'upstand et j'essaie de maintenir un espèce de petit courant pour bien faire circuler les arômes. Comme on a dit avant, ça sert à rien d'y aller comme un cochon, il faut juste que ça tourne. Le upstand est terminé et maintenant on va passer au refroidissement. Donc là vraiment on balance de l'eau froide dans le serpentin à fond et puis on fait tourner la perceuse. Je désinfecte une petite tasse pour y peser mes levures, en l'occurrence de la Kveik. Vu le prix de cette levure, on va tenter d'éviter les pertes. Et je mets le surplus des levures sous vide au congélateur. Merci à tous de faire comme si j'avais écrit Kveik correctement. Et c'est parti pour le gros dodo pour les levures. Et maintenant on passe au fermenteur. Bon, là je m'aperçois que j'ai oublié une partie des pièces du Firmzilla, en l'occurrence la valve papillon du bas. Et je profite de mon seau de désinfectant pour m'assurer que ce soit ok. On finit de monter le fermenteur, il n'y a plus qu'à attendre que le mou soit froid. Si jamais, j'utilise la pompe de recirculation à fond et je l'oriente vers le bord pour que le courant soit le plus en contact possible avec le serpentin. C'est plutôt efficace. Bon là c'est le moment de transférer. Je sais déjà que j'aurai trop de mou dû à mon rinçage complètement foiré. Mais que voulez-vous, c'est la vie. Je me sers donc de la pompe pour envoyer le mou à 33 degrés dans la cuve de fermentation. Je place le fermenteur à son spot définitif avant qu'il soit trop lourd pour le soulever. Et j'oublie surtout pas de mettre le pile dedans. La petite tasse à café de levure. On n'oublie pas le petit échantillon, super important pour goûter ce qu'on a fait. Bon, puis là, c'est juste moi qui tente le tout pour ne pas perdre une goutte de mou. Pour ce qui est du Krozen, je suis pas extrêmement inquiet parce que je vais fermenter sous pression et ça a tendance à beaucoup réduire la taille de la mousse. En plus, cette fois, je vais tenter de simplement régler à 25 PSI, donc 1.7 bar, et à ne plus toucher de toute la fermentation. Si je gère bien les températures aux instants clés, ça devrait faire le taf comme il faut pour obtenir une carbo correcte. Je sais que certains aiment bien ne pas mettre trop de pression au tout début pour laisser les levures se réveiller comme il faut, mais je vous garantis que dans tous mes essais, ça n'a jamais rien changé. Maintenant, je construis mon fameux Ferminator autour de mon Firmzilla. Une vidéo arrive bientôt, vous inquiétez pas. Ah, si vous aimiez les duplos quand vous étiez petit, on est dedans, hein, c'est vraiment ça quoi.
Là, je fais juste un test d'étanchéité, c'est-à-dire que je vais mettre le fermenteur sous pression et regarder que tout tienne. J'écoute attentivement, pas de fuite. Bon, alors on est bon pour la suite. Là, je suis en train d'essayer de placer la petite sonde de température tout en bas, à l'opposé du moteur. Généralement, je la glisse sous une sangle pour qu'elle soit vraiment en contact direct avec le plastique. On récupère notre spanding valve. Et on la clip, on fera le réglage tout à l'heure. Je décide de mettre un petit pichet d'eau pour voir quand ça bulle, ce qui signifierait que du CO2 s'échappe et empêcherait potentiellement du kérosène de couler sur le fermenteur. Bon, on le remplit d'eau. On place le petit tuyau. N'oublie surtout pas la mini pince. Comme on a dit, hein, un tuyau, une pince. Et on met ensuite le fermenteur sous pression pour régler la valve à 25 PSI. Vous aurez noté que je le connecte par la sortie de la bière. Donc en fait ça va pousser du CO2 directement dans le liquide. Mais en réalité ça change rien, hein, vous pouvez y aller. Et maintenant on ouvre la spanding juste ce qu'il faut pour qu'on tienne les fameux 1.7 bar ou 25 PSI. Tout a l'air en ordre, je peux maintenant fermer le sarcophage. On le branche, on n'oublie pas de l'allumer et je vais commencer du coup la fermentation à 35 degrés. Après 48 heures, je descendrai à 20 degrés pour quelques jours. Et puis dry up et ensuite cold crash. Bon, les détails sont dans la recette. Hein. Petite prise de mesure quand même avec le réfractomètre. Normalement tout devrait venir avec le pile, mais on sait jamais. Et puis surtout le moment qu'on attend tous, on goûte. Ah, il y a du potentiel, ça va être vraiment trop bon. J'aurais dû obtenir une densité initiale de 1050, je suis plutôt à 1043. Bon, on sait tous pourquoi. Hein. A few moments later. Nous voilà 10 jours plus tard pour le dry up au Simco. Puisqu'on a fermenté sous pression, on va se servir du hop bong évidemment pour éviter tout oxygène dans le fermenteur. Donc comme d'hab, nettoyage, désinfection, etc. On ouvre le sarcophage et on découvre que la bière a déjà l'air pas mal. Ah, c'est la couleur qu'on espérait. Hein. Ce que j'aime bien avec toutes ces pièces de plastique de même couleur, c'est que j'ai vraiment l'impression de jouer au Playmobil. On prépare la balance, le verre. Bon, puis là on fait ce que tout le monde fait, hein, on sniffe le houblon évidemment. Idéalement, faudrait pas trop toucher avec ses doigts, mais là c'est pas très grave, parce que la bière contient déjà de l'alcool qui permet justement d'éviter des infections. Et puis le houblon lui-même a des propriétés antibactériennes, donc ça devrait aller. Donc là je récupère la bonbonne de CO2. On met le bong sous pression et... Merde, j'entends que ça fuit. Donc là il va falloir essayer de trouver laquelle fuit, donc il faut les serrer une à une évidemment. Sur ces pièces en plastique ça fait toujours un peu peur, parce que si tu serres trop, ça la fissure. Donc le but du jeu c'est de serrer suffisamment pour que ça fuit pas, mais pas trop fort non plus. Ah, là on dirait que c'est bon. Voilà, on n'entend plus rien, on va pouvoir gentiment larguer.
Surtout, on n'oublie pas de refermer la valve avant le démontage du hop bong. Là on voit pas bien, mais je fais sortir le CO2 par la valve de décompression haut avant de démonter. Je check encore un petit coup la pression, mais on est bien. Je reconstruis mon Ferminator et c'est tout bon, on a fini, plus qu'à ranger. Je vous laisse quand même apprécier le fail du transfert de houblon. Voilà. Tout s'était trop bien passé, j'avais pris la confiance et ce qui devait arriver arriva. J'ai décidé de remettre dedans, hein, ne me jugez pas. Ah, c'est encore congelé, ça sera sous vide et j'essaierai juste de pas l'utiliser pour les prochains dry hop, puis on sera bien. Que celui qui n'a jamais fait ça me jette la première pierre, vraiment. On remet tout ça sous vide, on écrit ce que c'est dessus, et elle est belle. Bon, du coup, on est 12 jours après, et tout est en ordre. La bière a fermenté sous pression, elle est déjà carbonée à 80% environ. Et je force carbonaterai les 20% manquants quand elle sera en keg. Il est temps de faire le transfert. Là aussi, je vous ai filmé tout ça en POV pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Bon, on va quand même commencer par le plus important, hein. On va déjà goûter avant de passer ça dans les fûts. Ah, c'est vraiment une tuerie. Je suis trop content. Méga aromatique. Donc là, le projet, c'est de faire une daisy chain. C'est un système qui consiste à brancher les fûts entre eux en série et puis tous les remplir d'un coup. Alors ils se remplissent pas tous ensemble en même temps, mais c'est simplement que dès qu'il y en a un qui est plein, il commence à se déverser dans le suivant et ainsi de suite. Du coup j'ai simplement une spanding valve sur le dernier qui est branché en série et c'est celui que je vais peser pour savoir quand est-ce que lui sera en train de se remplir. Je vais pas rentrer dans les détails de comment on fait ce genre de transfert, il faut juste savoir que le but c'est de pousser la bière avec plus de pression que ce qu'il y a dans le fermenteur. De l'autre côté on a la spanding valve et évidemment il faut qu'il y ait un petit son de CO2 qui sort quoi. Ah parce que si vous entendez rien, il va rien se passer. Pour donner un ordre d'idée, mon fermenteur là est à 1 bar de pression, je pousse avec le CO2 à 1.5 et j'ouvre ma spanding à 0.5. Puis juste pour m'assurer que tout roule, je mets un petit verre d'eau et je regarde les petites bulles sortir. Bon, initialement j'avais prévu une daisy chain avec 2 fûts, mais là je viens de trouver encore des petits connecteurs, donc on va passer à 3. Donc de la sortie bière du fermenteur, on va à la sortie bière du premier fût. Ensuite, de l'entrée gaz du premier fût, on va à la sortie bière du deuxième fût, et ainsi de suite. L'avantage quand on fait du contre-pression et que la bière est froide, c'est qu'on peut voir sur les fûts où ça en est normalement. Bon, on arrive gentiment au bout alors. Du coup, ça aura pris une bonne trentaine de minutes pour les 3 fûts. Et puis surtout, ne jamais oublier de noter les fûts. Sinon, vous saurez jamais ce qu'il y a dedans, ça c'est le classique. Pour moi, la meilleure méthode, c'est le petit scotch carrossier. Hop, et c'est parfait. Plus qu'à nettoyer les tuyaux. Ah, ces gadgets quand même. Franchement, on kiffe, hein. Merci Kegland. Bon, mis à part la chaîne de garage dans le mou, les 15 degrés de différence pendant l'empâtage et le rinçage complètement approximatif qui a fait foirer ma densité initiale, on s'en est bien sorti, non? Bon, je rigole bien sûr, c'est impossible de considérer ça comme un brassin réussi, mais ça ne l'empêchera pas d'être délicieuse par contre. L'avantage avec la bière, c'est qu'il existe tellement de styles différents que même si tu foires, tu peux toujours juste changer le style sur l'étiquette. Là, on va passer de Hoppy Pale Ale à Session IPA et le tour est joué. A noter que ça marche aussi avec les infections au lactobacilles. Ah, le goût bizarre et acide là? Non, mais c'est une gueuse, c'est pour ça. Oui, ça surprend toujours au début quand on connaît pas, mais c'est comme ça. Bon, maintenant penchons-nous sur ce qui a vraiment merdé, c'est-à-dire l'empâtage. Comment c'est possible d'avoir un tel écart de température entre les deux thermomètres alors que le système de recirculation fonctionnait à plein régime et que d'après ma compréhension instinctive, ça devait suffire à garantir une bonne homogénéité? Bah justement, parce que la pompe n'est pas censée être à plein régime.
ni le corps de chauffe d'ailleurs. Après le brassage, j'ai enfin pris le temps de correctement me renseigner sur le fonctionnement du Bruzilla. J'ai enfin lu le mode d'emploi, regardé quelques vidéos, posé des questions à gauche à droite, notamment à Néo de la BNB. Parfois chez eux, ils arrivent à maintenir 1 degré de différence. Je les hais. Mais non, je les adore. Bref, durant l'empattage, il est plutôt conseillé d'avoir le corps de chauffe à 20% de puissance, contrairement aux 100% que j'avais laissé pour aucune raison logique. Et la pompe à moins de 50%. D'ailleurs, astuce, plutôt que de paramétrer 50% dans les réglages, ce qui a tendance à allumer la pompe puis à l'éteindre 1 seconde sur 2, le moins chiant, c'est presque de gérer le débit via le petit robinet rouge. Il n'y a aucun risque de forcer sur le moteur puisqu'il s'agit d'une pompe magnétique. C'est pas clair? On en parlera dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. La pompe à 100% est aussi vraisemblablement la cause du problème du volume du brassin qui menace de se faire la malle à travers les 2 trous en haut du panier à malt. Après m'être renseigné, je capte un petit peu mieux comment c'est censé fonctionner. Sans blague. Bah oui, je suis comme ça moi, je monte mes meubles Ikea à l'instinct aussi. Est-ce que c'est efficace? Bon bah c'est pas le sujet de la vidéo non plus, voilà. Donc tout ça pour dire, il y aura bel et bien une 3e vidéo, dans laquelle je vais ajouter le heat dish qui sert à forcer le mou à passer de manière régulière contre le corps de chauffe et le thermomètre intégré offre une meilleure précision. C'est d'ailleurs un peu scandaleux que cette pièce ne soit pas fournie avec l'appareil d'usine, mais bon, toujours moyen de gratter un petit billet quoi. Ah et dernier truc, j'ai brassé cette bière pour un petit festival de bière dans lequel on va vendre pour la première fois avec Philippe, sous le nom de la brasserie Gaspard et Maltazar. J'espère vous faire une petite vidéo sur place, à voir si j'ai le temps. Mais si l'expérience est chouette, on va peut-être se motiver à en faire d'autres, qui sait. Bon puis sinon, comme d'hab, rejoignez-nous sur Discord, on est une centaine à partager des trucs et à se poser des questions, c'est très cool. Sinon, je suis aussi un petit peu sur tous les autres réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas aussi. Bon, je crois qu'on s'est tout dit, à plus!